Chers amis, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une émission spéciale des éclairages de l'ancien éclaireur du KGB, qui n'est pas consacrée à seulement mon point de vue exprimé unilatéralement. Donc, je vous ai préparé sur Facebook, je vous ai proposé sur Facebook à me poser les questions. Une fois, lorsqu'une cinquantaine de questions a été posées, j'ai fermé ce post et donc je vais me servir de vos questions qui étaient posées en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour répondre. Bonjour Sergueï, quels sont selon vous les signes d'une éventuelle fragilité du cercle poutinien actuellement au pouvoir? La question est difficile parce que vous savez, le Kremlin est comme du temps de l'Union soviétique, c'est un système fermé. Nous ne savons absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ce que nous voyons du Kremlin, c'est uniquement les signes de propagande ou des opérations de communication externe que le Kremlin organise. Donc du coup, il faut se méfier de ces événements qui sont organisés directement par le Kremlin. Et quand on veut déchiffrer ce qui se passe dedans, c'est difficile à dire, mais nous pouvons avoir disons quelques signes extérieurs de fragilité. Quand, par exemple, les personnes comme Prigojine ou Kadyrov commencent à critiquer ouvertement Vladimir Poutine, là, ça pose problème et ça nous prouve que le Kremlin n'est pas si uni que ça. Bonjour Sergueï. Vu ce qui se passe en Russie, pensez-vous qu'il soit possible que Poutine soit renversé soit par le peuple, soit par ses proches? La Russie, c'est un État totalitaire, donc c'est presque une dictature depuis le début de la guerre en Ukraine. Et bien évidemment, dans toutes les dictatures, ça ne peut se finir que mal. Et donc, soit par une révolution, soit par une révolution de palais, soit par un coup d'État. La plupart du temps, les dictateurs sont renversés plutôt par leurs proches, puisqu'ils ont un moyen de répression sur le peuple, donc le peuple a du mal quand même à se mobiliser contre les dictateurs. Il faut atteindre un certain niveau de mécontentement qui n'est pas facile à atteindre. Et donc, la plupart du temps, ce sont les gens, les proches du dictateur qui le renversent. Donc, Poutine, il n'est pas exclu que Poutine soit renversé par ses proches plutôt que par le peuple. Mais ce n'est pas exclu non plus qu'il soit renversé par le peuple, parce que il a engagé un processus qui lui peut être fatal, c'est-à-dire la mobilisation du peuple pour aller faire la guerre en Ukraine. Et cette mobilisation est un piège pour un dictateur, parce que quand on mobilise les gens, on leur donne des armes, et ce sont les gens qui ne veulent pas forcément aller sur le front. Ce qui fait que vous armez des gens qui sont mécontents. Et ça, on l'a vu dans l'Empire russe. Ça s'est passé exactement de la même manière pendant la Première Guerre mondiale. Et ça se terminait par la Révolution d'octobre de 1917. Donc, ce mouvement de mobilisation n'est pas exclu de donner les résultats auxquels Poutine ne s'attendait pas. Pensez-vous que Poutine va utiliser l'arme nucléaire tactique ou stratégique? Ça, c'est la réponse c'est la question qui revient assez régulièrement. En fait, Poutine menace assez régulièrement par l'utilisation, menace d'abord l'Occident par l'utilisation de l'arme nucléaire. Et à chaque fois quand il le fait, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est en réalité la preuve de sa faiblesse. Parce que c'est la preuve que l'armée russe est mauvaise, l'armée russe n'arrive pas à vaincre un petit État qui est l'Ukraine par rapport à la Russie, une petite armée qui est l'armée ukrainienne par rapport à l'armée russe qui était réputée être la deuxième armée du monde. Et donc à chaque fois lorsque Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire, c'est que il constate que son armée est mauvaise. Pourra-t-il l'utiliser? Personne ne le sait tant qu'il n'a pas appuyé. En principe, les armes nucléaires sont faites pour ne pas être utilisées, parce que ce sont les armes de dissuasion. Donc en fait, c'est les armes fatales, c'est les armes qui permettent de mettre fin à un conflit qui dépasse l'entendement. Mais la plupart du temps, lorsque les armes nucléaires sont utilisées, ça peut mener au conflit mondial qui va exterminer toute l'humanité. Ce qui fait que l'arme nucléaire n'est pas un atout,
puisqu'un atout, ça vous permet de gagner la guerre, et il est connu que la guerre nucléaire ne peut pas être gagnée par aucune partie, puisque ces armes permettent autodestruction ou la destruction de l'adversaire, vice versa. Et donc personne ne peut sortir gagnant de cette guerre. Et Poutine, s'il lui reste un tout petit peu de cervelle dans la tête, et il ne pourra pas le faire. Le problème, c'est que Poutine devient quasiment un malade mental, et un malade mental peut utiliser quelques moyens que ce soit, et d'ailleurs ils ont répété que la Russie utilisera l'ensemble des moyens qu'elle possède au cas où elle se sentirait menacée dans son existence. Ayant vécu en Russie, Moscou, je continue à me poser la question sur le Koursk, sur Beslan, sur la prise d'otage du théâtre de Moscou, sur l'assassinat d'Anna Politkovskaya. Avez-vous l'éclairage d'experts du renseignement sur ces énigmes historiques? Là, vous m'avez posé la question, excusez-moi, qui nécessite une émission spéciale, et donc bien évidemment dans cette émission-là, je pourrais pas répondre par deux phrases par rapport à ces énigmes historiques. La seule chose que je pourrais vous dire, que Koursk, ça a démontré d'abord la faiblesse de la marine russe et de la force russe en 2000, au début du règne de Poutine. Beslan et le théâtre de Dubrovka de Moscou ont démontré les faiblesses aussi de ce régime, parce que soi-disant c'était les prises d'otages par les terroristes tchétchènes, mais il se pose beaucoup de questions. Comment ces terroristes auraient pu faire ça si le FSB et l'armée russe étaient si puissants que ça? Et l'assassinat d'Anna Politkovskaya, c'était en 2006, le jour d'anniversaire de Poutine, le 7 octobre. D'ailleurs, bientôt, Poutine va fêter son 70e anniversaire officiel. En fait, Anna Politkovskaya, qui était une journaliste d'opposition, a été assassinée par les Tchétchènes, en principe. Les gens qui l'ont assassiné ont été trouvés et jugés, mais on n'a pas trop retrouvé le commanditaire de ce crime, et on pense que c'était Poutine lui-même, même si peut-être il n'a pas donné l'ordre direct de le faire. Mais autour de lui, il y avait peut-être des gens comme Kadyrov qui ont pensé lui faire plaisir par assassiner cette journaliste très connue le jour d'anniversaire de Poutine. Bonjour Sergei, comment croyez-vous que Poutine va réagir quand il apprendra la vraie avancée de l'armée ukrainienne? Merci. Déjà, on le sait comment il réagit, parce que quand il a appris l'avancée de l'armée ukrainienne, il a organisé les référendums fantoches dans les 4 territoires partiellement conquis par l'armée russe, et il a proclamé la mobilisation partielle en Russie. Donc voilà, sa réaction elle est connue, et je suppose que dans votre question, vous supposez qu'il ne connaît absolument pas la situation, puisque vous me posez la question quand il apprendra la vraie avancée de l'armée ukrainienne, mais à mon avis, il est au courant quand même de la situation sur le front. Pensez-vous que l'idéologie pourrait un jour changer en Russie, et quel parti pourrait y arriver? Ça, c'est une question intéressante, parce qu'en réalité, Poutine n'a pas d'idéologie. Poutine prétend avoir une idéologie, mais en réalité, il ne fait même pas partie du parti La Russie Unie, qui est censé être le parti au pouvoir. Et donc Poutine, la seule idéologie de Poutine, c'est l'argent et le pouvoir. Tout ce qu'il raconte par ailleurs, ce ne sont que des excuses. Et d'ailleurs, il a démontré qu'il est capable de changer complètement de ses idéologies. Quand il était officier supérieur du KGB, il était communiste. Il était censé donner sa vie pour défendre le communisme, ce qu'il n'a jamais fait. Donc après, il est devenu capitaliste, c'est-à-dire l'inverse du communisme, et ça vous prouve que en fait, il n'a aucune idéologie. Après, il s'appuie sur les idéologies un peu radicales et un peu nationalistes, mais ça ne veut pas dire qu'il est ni radical, ni nationaliste, ni idéologue. Pensez-vous que la Crimée pourra vraiment redevenir ukrainienne? Oui, tout à fait, parce que aucun pays digne de son nom n'a pas reconnu l'annexion de la Crimée. Je vous précise que la Crimée, du point de vue du droit international, reste ukrainienne,
n'a jamais été reconnu comme russe, sauf par les États comme la Corée du Nord ou la Syrie, ce qui ne représente absolument pas, ne fait aucun poids sur la scène internationale. Les Nations Unies ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée et les Nations Unies n'ont pas reconnu l'annexion des 4 régions partiellement occupées par la Russie dernièrement. Poutine et l'armée ukrainienne, bien évidemment, est en capacité parfaite de reconquérir la Crimée et de chasser l'envahisseur russe de ce territoire. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Il s'agit juste de l'appui logistique et en armement que l'Occident pourrait apporter à l'Ukraine pour le faire. Poutine serait-il capable d'utiliser une bombe nucléaire? Tant que il n'a pas appuyé sur le bouton, personne ne peut le dire, et ce serait suicidaire de le faire. Donc, est-il capable? C'est se poser la question à quel point il est devenu fou pour le faire. Je dirais que potentiellement il est capable, puisqu'il a constaté qu'il ne peut pas gagner la guerre contre l'Ukraine du point de vue conventionnel, et donc du coup il pourra le faire peut-être en appuyant sur le bouton nucléaire. Et puis surtout, je vous rappelle que quand il était au KGB, on lui a donné une caractéristique comme quoi il était capable de faire des gestes qui pourraient être dangereux pour lui et pour le service sous le coup de l'émotion. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a raté sa carrière d'espion. Donc malheureusement, potentiellement, il est capable. Peut-il y avoir une offensive ukrainienne après la Rasputitsa? C'est difficile parce que je précise déjà pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, la Rasputitsa, c'est quand il y a en automne ou au printemps des pluies et donc avec la terre qui commence à gonfler et qui commence à devenir quasiment impraticable, y compris pour les chars. Et bien évidemment, dans de telles conditions, il est beaucoup plus difficile de mener une guerre et surtout une offensive, bien plus difficile que pendant l'hiver où quand même le sol gèle. Et donc en général, cette période peut durer entre octobre et décembre en hiver, enfin en automne, et de mois de février au mois d'avril au printemps. C'est difficile de le dire, mais en même temps, je dirais que c'est possible de continuer une offensive puisque cette Rasputitsa ne gêne absolument pas les frappes avec les HIMARS et avec l'artillerie à longue portée qui est capable de porter des coups à 80 km et de rester à ce moment-là pour les faire sur la terre ferme, par exemple sur les routes en asphalte. Pourquoi pensez-vous qu'on a des armes nucléaires? La Russie a plus de 1000. Dans certains pays, si une seule utilisation peut détruire la planète. Ce n'est pas très clair, mais bon, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire. Déjà, l'utilisation d'une seule arme nucléaire ne va pas détruire la planète. C'est quand même pas suffisamment puissant. Puisque je vous rappelle que pendant la guerre froide, au début d'utilisation des armes nucléaires, en fait de tests sur les armes nucléaires, la Russie a fini par faire exploser une bombe thermonucléaire, une bombe à hydrogène d'une puissance de 50 mégatonnes au nord de Russie. Ça n'a pas détruit la Terre. Même si l'explosion est énorme et peut causer beaucoup de dégâts. La Russie possède en principe 6000 ogives, mais en état de marche, on dit à peu près que l'Occident et la Russie possèdent à peu près 1800 ogives chacun. Bien évidemment, si une telle force s'employait, là, ça causerait beaucoup de dégâts des deux côtés, et de l'autre côté, ça provoquerait aussi des radiations qui pouvaient détruire non seulement les pays concernés, mais endommager aussi le reste de la planète. Le nucléaire sur une ville ukrainienne est-il vraisemblable? Les marges de manœuvre réduites seraient son barreau d'honneur à Poutine. Oui, c'est à peu près ça. En fait, Poutine parle du nucléaire lorsque il constate que par l'armée classique, il n'arrive pas à finir
en sa faveur cette guerre, et donc l'emploi d'une arme nucléaire sur une ville ukrainienne pourrait justement faire avoir l'effet d'impressionner les Ukrainiens et de les contraindre à finir cette guerre, même si à mon avis ça n'aura pas cet effet. Qui peut réussir à déchoir Poutine de l'intérieur? Peut-il craindre que ce soit les faucons pire que Poutine? On a partiellement répondu déjà à cette question. Bien évidemment, c'est une crainte qui est réelle. Parce que ce n'est pas parce que on évince Poutine que ce sont les démocrates qui vont arriver au pouvoir. Beaucoup de démocrates ont quitté déjà la Russie, donc il y a pas mal de ce qu'on appelle le parti de guerre des faucons qui sont encore pires que Poutine, et donc cette éventualité reste réelle. Pensez-vous que l'armée rouge va passer l'hiver ou vite rentrer à la maison? L'armée rouge, bon, ça n'existe pas. Hein. Vous avez pensé à l'armée de Poutine. Elle sera obligée de passer l'hiver de toute façon, puisqu'ils ont commencé cette guerre, et donc tant qu'ils se retirent pas, ils vont passer l'hiver. Est-ce que ils vont passer en faisant des manœuvres très actives ou pas? Ça c'est autre chose. Quelle est la différence entre le KGB et le FSB? Le KGB et le FSB, c'est quasiment la même chose. Le KGB, c'est le service de sécurité et de contre-espionnage et d'espionnage qui existait du temps de l'Union soviétique. À la chute de l'Union soviétique en 1991, ce service a été liquidé. Il a été remplacé par d'autres services, dont le FSB. Donc, c'est la même chose, mais dans la Russie actuelle, en quelque sorte. En cas de renversement du pouvoir au Kremlin, quelle est votre idée des potentielles suites sur la scène russe politique, qu'elle soit interne au pays ou à l'international? Ça va dépendre comment ce renversement pourrait s'opérer, qui sont les forces qui le feront, qui va arriver au pouvoir, et donc les potentielles suites, ce sont les démocrates ou les gens plus rationnels qui arrivent à la place de Poutine, et à ce moment-là, la situation peut être normalisée, la guerre en Ukraine terminée, et donc des sanctions pourraient être levées contre la Russie. Dans le cas où les forces plus nationalistes et plus guerrières remplacent Poutine, c'est l'inverse. Voilà ce qu'on peut dire, mais c'est quand même assez difficile de le dire actuellement. Les armes occidentales sont-elles données ou vendues à Kiev? Les deux. Il y a les armes occidentales la majorité des armes actuellement sont données à Kiev, c'est-à-dire que les pays occidentaux comprennent que l'Ukraine ne possède pas les forces financières suffisantes pour acheter de telles armes, même si elle cherche aussi à acheter un certain nombre d'armements, mais la plupart des armes donc sont soit données, soit actuellement les États-Unis ont mis en route un système de pré-buy, ce qui a existé pendant la Deuxième Guerre mondiale envers l'URSS. Ça veut dire qu'en fait, ils prêtent les armes, et en cas de victoire ou de la fin de la guerre, l'Ukraine ne pourra payer ce crédit pour les armes, que pour les armes utilisées. Toutes les armes qui n'ont pas servi pourront retourner aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis et l'Europe ne livrent pas des tanks aux forces ukrainiennes? Est-ce que cela pourrait les aider dans le cadre de leur contre-offensive? Je vais commencer par la fin. Bien évidemment, de telles armes pourraient les aider fortement dans la contre-offensive. Le problème des armes, de la livraison des armes, c'est que l'Occident ne veut pas donner à la Russie l'impression qu'ils sont co-belligérants. Et donc, au début, ils ne voulaient même pas donner de l'artillerie lourde et des armes, comme disait létales. Ils donnaient uniquement les gilets pare-balles, les casques, ils aidaient financièrement l'Ukraine, et ils fournissaient aussi l'aide humanitaire. Mais petit à petit, lorsqu'ils ont vu que l'armée ukrainienne pouvait résister à l'armée russe et que cette victoire était possible, donc la question sur les armes qui pouvaient être livrées aux Ukrainiens a évolué.
Et donc actuellement, les Ukrainiens possèdent les armes occidentales qui sont les différents types de blindés et d'artillerie. Il est question à chaque fois, en fait, l'Ukraine à chaque fois demande des armes de plus en plus puissantes et aussi, par exemple, des avions de chasse et de bombardement pour mieux résister à la Russie, mais aussi les missiles anti-radar, les missiles anti-aériens pour défendre mieux le territoire ukrainien contre les missiles et les avions russes. Et bien évidemment, avec le temps, cette question change et l'Occident est de plus en plus ouvert à donner à l'Ukraine des armes de plus en plus sophistiquées. Question peut-être en marge, que saviez-vous ce que devient la joueuse de basket américaine, toujours détenue ou échangée? C'est une bonne question parce qu'effectivement, beaucoup de choses quand il se passe dans les médias, après on les oublie. Donc en principe, cette basketteuse est toujours en prison en Russie, puisque aucune autre information n'a pas été donnée ni par les États-Unis ni par la Russie. Il y a toujours des pourparlers qui sont en cours pour l'échanger, mais ces pourparlers n'ont pas abouti au moment où nous parlons. Poutine est-il tenté par l'idée d'une succession dynastique avec l'une de ses filles? Bonne question. Donc en principe, cette question est posée dans l'espace russe et russophone, tout en sachant que la constitution russe ne prétend pas, ne couvre pas cette possibilité. La Russie est une république démocratique sur le papier avec les élections, donc une succession dynastique suppose être dans un royaume. La Russie n'est pas un royaume, donc cette succession dynastique n'est pas couverte par la constitution russe, même si Poutine pourrait proposer à une de ses filles de lui succéder, mais est-ce que le peuple le suivrait? Parce qu'elles sont jeunes d'abord, elles n'ont pas de compétences, même si Poutine a nommé une de ses filles à la tête de l'agence des rénovations de Russie, mais étant donné que les deux filles de Poutine ont vécu très longtemps en Occident, qui est fustigé par Poutine comme dégradé, méchant et mauvais, on peut reprocher, si jamais il y avait une campagne élective, à ces filles d'avoir trop longtemps profité des bien-être de l'Occident. Et donc, je ne suis pas sûr que ça va donner automatiquement à des filles de Poutine un avantage pour le remplacer. Doit-on se préparer à une victoire ukrainienne rapide? Doit-on craindre une guerre totale en cas d'utilisation du nucléaire par la Russie? On aimerait bien avoir la victoire ukrainienne rapide, mais malheureusement, ça fait déjà 7 mois que cette guerre dure. Là, on approche de la période de l'automne et de l'hiver, et donc du coup, ça va devenir de plus en plus compliqué à mener les batailles. Et donc, je ne crois pas que les Ukrainiens arrivent à vaincre la Russie rapidement, surtout parce que ça dépend finalement des livraisons des armes occidentales à l'Ukraine. Et pour l'instant, il y a encore des freins et aux États-Unis et dans d'autres pays pour livrer à l'Ukraine toutes les armes dont elle a besoin pour terminer rapidement cette guerre. La guerre totale, pas forcément, parce que ça dépend quelle arme nucléaire pourrait utiliser par la Russie. Si c'est l'arme tactique, ça voudrait dire une frappe dans un point précis, et en fait, ça ne veut pas tout de suite signifier qu'il y aura une réponse nucléaire de la part de l'Occident. Mais par exemple, il y a un des anciens directeurs de la CIA qui a dit une hypothèse que si jamais la Russie utilisait l'arme nucléaire contre l'Ukraine, à ce moment-là, l'Occident, par les armes conventionnelles non nucléaires, pourrait détruire toute l'armée russe qui se trouve en Ukraine et toute la flotte sur la mer Noire russe pour stopper tout de suite la guerre. Voilà, donc ça c'est une des hypothèses. La guerre totale pourrait intervenir dans le cas où la Russie pourrait utiliser une arme stratégique contre les pays occidentaux et non pas contre l'Ukraine. À ce moment-là, bien évidemment, ça entraînerait une réponse
aussi nucléaire contre la Russie, et ça voudrait dire entrer du monde entier dans la Troisième Guerre mondiale. Qui pourrait devenir une alternative à Poutine, voyez-vous prochainement sa chute? Ça tourne souvent, donc on a vu souvent cette question posée. En réalité, la chute de Poutine, oui, je la vois assez prochainement, parce que de toute façon, s'il perd cette guerre en Ukraine, et il est en train actuellement de la perdre, il ne pourra pas rester au pouvoir très longtemps, parce qu'il sera contesté en Russie, y compris par le camp de la guerre, par les nationalistes qui vont lui reprocher ça, et bien évidemment par les démocrates qui lui reprochent beaucoup de choses depuis 20 ans. Est-ce que l'armée ne pourrait pas faire un coup d'État et assurer une transition en arrêtant tous les faucons, voire en les liquidant, et stopper immédiatement la guerre? C'est une hypothèse qui existe, tout en sachant que, vous savez, parmi les faucons, la plupart du temps, ce sont les militaires qui sont les faucons. C'est-à-dire que c'est les gens, c'est souvent les généraux, c'est souvent les gens qui sont dans l'armée, qui sont les partisans d'une guerre plus féroce, etc. Et donc, trouver les généraux qui, au contraire, veulent arrêter la guerre, ce n'est pas si évident que ça. Pourtant, ça existe. Je vous rappelle que le 31 janvier, 3 semaines avant la guerre, le général Ivachov, l'ancien directeur du département général des relations internationales du ministère de la Défense, a fait une déclaration publique dans laquelle il disait que la Russie ne devait pas commencer cette guerre, et s'il l'a commencé, la Russie sera battue et disloquée. Et donc, cette force militaire chez les militaires existe. Est-ce qu'elle va emporter ou pas? Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui veut changer les choses en Russie, où ce pays restera dans son idéologie de conquête? Je ne doute pas que l'arme nucléaire puisse être utilisée. Pourquoi les Russes ne réagissent pas? Même leur propre vie n'a pas de valeur pour eux. Bonne question, parce que justement, cette question se pose. Après, les Russes, bien évidemment, dans la prise de décision de l'utilisation de l'arme nucléaire, n'ont pas énormément de marge de manœuvre. On ne demande jamais au peuple ce qu'il en pense, mais plutôt aux élites. Et moi, je compte beaucoup sur ces élites, parce que ce sont les élites corrompues qui ont passé 20 ans à amasser les biens énormes, et sont tous milliardaires ou multimillionnaires, et donc qui pensaient bien utiliser cet argent pour finir leur vie en Occident, souvent avec leurs enfants et avec leur famille. Et je compte que sur cette cupidité de la classe dirigeante russe pour empêcher Poutine de commettre le suicide en utilisant les armes nucléaires. La Russie, en revanche, est-ce qu'elle restera dans son idéologie de conquête? Je crains que en Russie, il y a pas mal de gens qui sont assez va-t-en-guerre, et qui croient que la Russie est une énorme puissance. Et à mon avis, tant que la Russie possède une arme nucléaire, de l'arsenal nucléaire soviétique, il y aura toujours des gens qui penseront que ça leur donne la possibilité et le droit de faire des conquêtes, même si la Russie, économiquement, a prouvé que c'est une puissance très petite, très inefficace. Les services américains surveillent-ils les déplacements de Poutine, et si oui, en cas d'attaque nucléaire? Pourront-ils localiser Poutine et lui renvoyer l'ascenseur? Oui, la question est oui à toutes ces questions. Les Américains surveillent non seulement les déplacements de Poutine, mais aussi de tout son staff. Ils surveillent aussi les déplacements des armes nucléaires, et ils savent parfaitement reconnaître les signes de préparation d'une telle attaque. Bien évidemment, ils pourront le localiser, parce qu'en fait, Poutine, en cas d'attaque nucléaire, va se cacher dans des bunkers. Les Américains connaissent où il se trouve, parce que Poutine a un bunker au Kremlin, il a un bunker à Sochi, il a un bunker aussi dans les monts Altaï et en Oural. Donc nous savons qu'il y a plus ou moins 4, 5 ou 6 endroits dans lesquels il y a des bunkers dans lesquels Poutine pouvait se cacher, et tous ces endroits sont connus des Américains. Et bien évidemment, si jamais Poutine a utilisé les armes stratégiques contre l'Occident, la première chose qui va être frappée, ce sont ces bunkers-là.
L'affaiblissement de l'armée russe en Ukraine pourrait-elle inciter le Japon à mettre la pression sur Poutine pour récupérer les îles Kouriles? Oui, ça pouvait se faire. Déjà, ça se fait, même parce que l'armée russe est déjà affaiblie. Et je vous rappelle que entre le Japon et la Russie, le traité de paix n'a jamais été signé. C'est-à-dire que sur le papier, le Japon et la Russie se trouvent toujours en position de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le Japon n'a jamais reconnu l'annexion des îles Kouriles par l'URSS et la Russie. Et le Japon, dès que l'armée russe a commencé à perdre en Ukraine, il y a des voix qui sont élevées pour justement récupérer ces îles, en profiter de ce moment pour récupérer les îles Kouriles de la Russie. C'est une question tout à fait adéquate. Euh, Pensez-vous qu'il va y avoir, qu'il va faire exploser la centrale pour utiliser le nucléaire sans avoir la culpabilité, en retournant la situation sur les autres? Y a-t-il un risque? Oui, parmi les cibles pour les frappes nucléaires, il peut y avoir des centrales nucléaires, mais en principe, pour ça, Poutine n'a pas besoin de ça. En fait, il va utiliser plutôt une cible comme une ville ou une base militaire ou une île ou quelque chose de plus conventionnel, parce qu'en fait, les centrales nucléaires ukrainiennes, lui peuvent servir à la Russie si jamais elle pensait gagner dans cette guerre, à fournir l'électricité pour le pays. Donc ce serait inadapté de frapper les centrales nucléaires. Après la disparition de Poutine, que faudra-t-il faire pour que la majorité des Russes reviennent à la raison? Ça c'est une bonne question. C'est difficile parce que justement le peuple russe a subi pendant 20 ans le lavage du cerveau par la propagande à la télévision et dans les médias. Et il faudra, à mon avis, faire la même chose que les Américains ont fait avec l'Allemagne post-nazie et le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a imposé en quelque sorte les leçons d'histoire dans lesquelles on apprenait au peuple, à ces peuples-là, les atrocités qui étaient commises commises par les régimes précédents, et pour faire comprendre disons la responsabilité de ces peuples vis-à-vis du reste de l'humanité. Il faudra faire la même chose avec le peuple russe. L'armée russe peut-elle faire un coup d'État? On en a parlé de ça, oui, potentiellement oui, mais est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est une deuxième question. Peut-on craindre une fuite de Poutine dans un pays où il ne sera pas possible d'être extradé? D'où il ne sera pas possible d'être extradé? Si oui, oui, si oui, où? Voilà, quelle est l'idée d'un tel pays? En principe, oui, potentiellement. Sauf que, bien évidemment, ce n'est pas parce que Poutine pourrait fuir dans un pays qui ne n'extrade pas des gens de son territoire, qu'il pourra échapper à une responsabilité. Parce que nous savons très bien que, par exemple, l'Israël, pendant des années, pendant des décennies après la Deuxième Guerre mondiale, faisait des opérations pour s'emparer, pour kidnapper les personnes qui étaient dans de tels pays. Et en cas de Poutine, une telle opération était tout à fait probable. Et si un tel pays, parce qu'en fait, aucun grand pays n'accueillerait Poutine, je doute que la Chine lui donne un asile quelconque. Et de toute façon, les pays vainqueurs dans la guerre pourront faire une énorme pression sur un tel pays pour que Poutine soit livré. Donc, à mon avis, la seule possibilité lui reste, c'est de changer d'apparence et de disparaître en quelque sorte. À ce moment-là, oui, c'est possible, mais à mon avis, les Ukrainiens vont le rechercher le restant de sa vie avant qu'il ne le retrouve. Ce qu'ont fait les Israéliens avec les anciens nazis. Allez-vous revenir à la télé française quand votre analyse sur la Russie nous manque? Ce n'est pas exclu. Donc bien évidemment, je suis invité par plusieurs chaînes. Donc ça, vous pouvez à chaque fois lorsque je suis invité
je vous fais l'annonce de mes passages, et je ne suis pas disparu de la télévision française. Est-ce vraiment le début de l'agonie de Poutine? Est-ce possible que le temps réplique à une attaque nucléaire de la Russie? Oui, c'est le début de l'agonie de Poutine. De toute façon, ça, je l'ai dit dès le début de cette guerre. La décision de Poutine d'attaquer l'Ukraine, c'est la décision qui va mener à sa disparition. Je parle de Poutine et non pas de l'Ukraine. Et donc, c'est sa faute capitale, c'est la faute qu'il a commise. Personne ne l'a poussé à le faire. C'est une faute qu'il a commise tout seul. Il pouvait rester tranquillement jusqu'à 2036 et diriger la Russie sans aucun changement. Et pourtant, il a décidé de faire cette guerre et donc ça va accélérer sa disparition. Le temps, oui, bien évidemment, si jamais l'arme nucléaire est utilisée par la Russie, bah, le temps va répliquer, mais ça voudra dire qu'on est rentré dans la troisième guerre mondiale qui risque de nous détruire tous. À votre avis, Poutine va-t-il finir dans une bouteille pour chien après avoir été passé dans un hachoir à viande une fois que les Ukrainiens auront repris la totalité de leur territoire et pendu avec du fil de barbelé? Oh là là. Donc là, c'est un peu euh, c'est un peu euh, c'est un peu hard comme question. La meilleure chose à faire avec un dictateur, ce n'est pas de le torturer et de le tuer, mais de le juger et de l'emprisonner jusqu'à la fin de ses vies. Donc ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à Poutine. C'est de se retrouver à La Haye, au tribunal international pénal, et de finir ses vies en prison. Qui sera le plus à même de remplacer Poutine? Prigogine, Wagner, l'armée ou le FSB? En général, dans les dictatures, il y a toujours les gens qui ont le pouvoir autour du dictateur qui le remplace. C'est ce qui s'est passé pour Staline. D'abord, c'est Beria, Malenkov et Khrouchtchev qui ont pris le pouvoir, mais assez rapidement, ils ont arrêté Beria, ils l'ont jugé vite fait et l'ont fusillé. Après, c'est arrivé aussi dans l'histoire de la Russie que, par exemple, à l'évincement de Khrouchtchev en 1964, il y a trois personnes, Brejnev, Kosygin et Podgorny, qui ont pris le pouvoir. Brejnev était le plus faible parmi les trois, et finalement, il s'est accaparé tout seul du pouvoir et il a fini par évincer Podgorny et partiellement Kosygin. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un qui va prendre le pouvoir qu'il va rester longtemps avec ce pouvoir. Donc, Prigogine, je ne crois pas finalement qu'il est le plus capable. C'est plus, à mon avis, c'est plus l'armée et les services secrets qui en sont capables. Et le moins du monde encore, parce on parle aussi de Kadyrov. Pour moi, Kadyrov est incapable de prendre le pouvoir en Russie et surtout de le garder, parce que il faut bien dire que les Russes sont nationalistes et racistes. Kadyrov, pour eux, c'est quelqu'un qui vient du Caucase. C'est comme pour la France, c'est quelqu'un qui viendrait de l'Afrique du Nord. Et donc, en fait, les Russes racistes et nationalistes ne supporteraient absolument pas Kadyrov à la tête de l'État. Ils l'exécuteraient très très rapidement. Pensez-vous à une fin prochaine de cette terrible guerre? Malheureusement non, je crois que ça va durer encore un bon moment. Pensez-vous que Poutine va enfin être en chute libre dans le pays? Il est en chute, mais la chute n'est pas libre. C'est-à-dire que sa popularité n'est pas non plus pour le moment très diminuée. Mais ça va venir parce que en fait, plus cette guerre va concerner le russe moyen avec la mobilisation, plus la fin de Poutine va se rapprocher. Euh, serait aujourd'hui le positionnement géopolitique de la Russie, ses relations avec l'Occident, si Khrouchtchev avait mis en place dans les années 60 la politique d'ouverture de l'économie et de l'adhésion à l'OMC, comme ça a fait la Chine dans les années 90. Ben, c'est une question intéressante, mais c'est une question qui n'a pas non plus d'intérêt réel, parce que le si n'existe pas en histoire, dans l'histoire.
Donc l'histoire, on a connu telle quelle, et donc on a affaire au pays tel quel. Et donc les hypothèses, c'est peut-être intéressant intellectuellement, mais ça n'a aucune conséquence dans la vie réelle. Que pensez-vous du train qui est parti d'une base nucléaire de Russie? Il y a eu quelques mouvements qui ont été faits pour impressionner les Occidentaux par Poutine. Donc on parle de ce train, on parle aussi d'un sous-marin nucléaire Belgorod qui serait parti aussi en mer ou en océan. On parle aussi des manœuvres nucléaires qui ont été faites à Kaliningrad. Donc tout ça est bien surveillé par l'Occident, et tout ça fait partie en réalité des tentatives par le pouvoir russe d'impressionner l'Occident, mais tout ça est sous le contrôle pour le moment. Vous avez évoqué le scénario d'un éclatement de la Fédération de Russie. Si cela devait arriver, qui, selon vous, est le mieux placé pour diriger les nouveaux États qui en ressortiraient? Quelles pourraient être les relations de ces États entre eux et avec le reste du monde? C'est une belle question. Ce serait un peu dommage d'y répondre d'une manière très succincte, puisque en fait c'est une grande question de la Russie post-poutinienne. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, Poutine, quand il a reconnu les deux républiques fantoches de Donetsk et de Lugansk, il a ouvert la boîte de Pandore. Et comme la Fédération de Russie se compose de plusieurs régions, y compris de 22 républiques qui possèdent tous les attributs des États, ça peut les pousser à réclamer leur indépendance. Et donc, c'est un phénomène qui est réel, qui existe, parce que dans tous ces États, il existe les forces politiques qui veulent devenir indépendantes de la Russie, puisque en Russie, il se passe des choses comme Moscou, qui est la capitale fédérale, prend tout l'argent qui provient de ces républiques territoriales, et il le garde pour lui, pour le budget central, en laissant très peu d'argent à ces républiques. Et donc, bien évidemment, il y a un intérêt pour ces États de devenir indépendants. C'est tout à fait faisable. Après, moi, je dirais que il est tout à fait possible qu'il y a juste la partie européenne qui reste dans la Fédération de Russie actuelle d'ici 5-10 ans, et que tout ce qui se trouve derrière la Volga et le mont Oural devient plus ou moins autonome. Quelle configuration, c'est difficile à dire, mais de toute façon, les États de Sibérie et de l'Extrême-Orient pourront très très vite retrouver le soutien auprès de la Chine, qui a tout intérêt à faire éclater cette fédération de Russie, et donc de récupérer les richesses naturelles de ces États pour elle. Et donc voilà, c'est à peu près ça ce qui pouvait se passer, qui pouvait diriger ces États. C'est très difficile à dire, mais bon, ils possèdent tous les attributs, ils possèdent tous les organismes dirigeants, les présidents, les parlements, etc. Et donc, en principe, ce sont au début ces gens-là qui pourraient les diriger, et ensuite, avec disons le processus normal démocratique, pourrait y avoir d'autres élections qui amèneraient d'autres personnes à la tête de ces États. Pensez-vous que l'armée ukrainienne réussira à reprendre tout leur territoire, y compris la Crimée? Oui, je pense, et ils ont toutes les possibilités, surtout du point de vue conventionnel. On attend partout qu'une frappe nucléaire de faible puissance pourrait avoir lieu à Kiev, par exemple. Mais qu'en est-il des ambassades et consulats si un tel scénario se produit? Ça causera la mort de nombreux citoyens américains, anglais, français, etc., sans parler du lieu même qui, selon la législation, est un territoire du pays de l'ambassade. Poutine prendrait-il un tel risque? C'est vrai que c'est peu probable que cette frappe nucléaire concerne Kiev, aussi pour une raison symbolique, parce que Kiev, c'est le berceau de la civilisation russe, et frapper ce berceau pour Poutine aura des conséquences énormes au niveau historique. Et bien évidemment, si jamais cette ville est frappée avec les morts parmi les citoyens étrangers dans les ambassades, ça produirait tout de suite un casus belli pour que l'Occident
massivement retorquent à cette frappe de Poutine. Pourquoi les satellites ont remarqué des mouvements de trains et d'avions susceptibles de supporter les ogives nucléaires? Ils se préparent vraiment à larguer une bombe atomique, même de faible puissance. On a répondu déjà partiellement à cette question. Donc ce sont les mouvements qui sont pas forcément liés aux dernières décisions, parce que les forces nucléaires de chaque pays bougent tout le temps. Ils ne restent pas forcément au même endroit. Ça fait partie de la dissuasion. Et ce n'est pas parce que ça commence à bouger ou ça continue à bouger que ça donne une raison de plus pour s'inquiéter. Mais toutes les puissances nucléaires surveillent les mouvements dans les camps adverses. Pensez-vous que le GSA dispose des sources d'informations au sein même de l'appareil poutinien? Cette question s'est posée à plusieurs reprises. Il y a eu même des publications américaines qui ont affirmé que une top existait au Kremlin. J'y pense. Je pense que réellement c'est tout à fait possible parce que de toute façon, vous savez, sous le régime poutiniste, il y a très peu d'idéologie et beaucoup de gens ne pensent qu'à l'argent. Et quand il y a des gens cupides au pouvoir, ça donne la possibilité de le recruter et d'avoir l'information à l'intérieur du Kremlin. Et de toute façon, les Américains étaient très bien informés des intentions de Poutine avant cette guerre, ce qui donne à croire, c'est ce qui pousse à croire que de telles sources existent. D'ailleurs, nous avons eu aussi la confirmation. Il y a quelques années, il y a eu un haut responsable dans l'administration présidentielle de Kremlin qui a été exfiltré par les États-Unis, c'est-à-dire que cette personne a travaillé pour les Américains, et c'est la preuve réelle de l'existence de telles sources. Sachant pertinemment que les bombes nucléaires sont installées depuis longtemps à des endroits stratégiques, le passage de ces trains ne représente pas plutôt de la propagande à semer la peur? Oui, on a répondu déjà à ça. Effectivement, c'est justement ça. Quand il va finir tout cela, quand est-ce qu'il va finir tout cela, ce fou? La réponse est dans votre question. Hein. S'il est fou, on peut pas le savoir. S'il n'est pas fou, on espère qu'il va finir ça lorsque il comprendra que ça ne lui donne aucune possibilité de gagner cette guerre. Une chute de Poutine changerait-elle la situation en Syrie, en Afrique, en Arménie? La question globale, est-ce que la politique extérieure de la Fédération de Russie est liée à la personne de Poutine? Oui, bien évidemment, c'est la personne qui dirige le pays qui détermine la politique extérieure, et avec le changement de la personne, cette politique change. Bien évidemment, le soutien à la Syrie de Bachar el-Assad pourrait être remis en cause, et bien évidemment, ça peut apporter aussi des changements par rapport à l'Afrique et à l'Arménie. Ça va dépendre, le sens de cette politique ça va dépendre de qui va succéder à Poutine, bien évidemment. J'ai entendu dernièrement que les oligarques russes et les militaires seraient rapprochés d'un parti centriste afin de prendre le pouvoir, mais je ne me souviens plus qui. Est-ce vrai? Par ailleurs, pensez-vous que le peuple est capable de se rallier aux centristes et donc de rejeter le pouvoir en place qui l'oppresse sans cesse, ainsi que les extrêmes qui prônent la politique du pire? Effectivement, cette information est circulée. Il faut bien comprendre que en réalité, en Russie, il n'existe pas le système de partis dans le sens français du terme. Ça veut dire que les partis politiques qui existent en Russie, c'est les villages Potemkin, c'est-à-dire que ce sont les structures qu'on appelle les partis, mais qui ne le sont pas. Et donc, est-ce qu'ils sont capables de diriger quoi que ce soit? Ce n'est pas ce n'est pas prouvé. Et donc tout sera remis en cause si jamais Poutine disparaissait. Et donc la reconstruction de la vie politique à l'intérieur du pays, nous ne pouvons pas pour le moment même envisager de quelle façon ça va se reconstruire. Du fait qu'ils ont envoyé des combattants et qu'ils ont tous un portable leur permettant de voir la vérité de cette guerre par des vidéos, pensez-vous que le peuple russe va comprendre que les Ukrainiens ne sont pas leurs ennemis, que cette guerre est inutile, disposera et déposera le drapeau blanc en guise de paix, se soulèvera contre Poutine et comprendra et acceptera que le Donbass et les territoires annexés
fallacieusement par Poutine appartiennent à l'Ukraine. Oui, effectivement, c'est une c'est un des scénarios du développement de la situation. Comme je l'ai dit déjà à une autre, j'ai répondu à une autre question. Ce peuple qui en plus est armé, il peut se révolter sur le front en refusant de continuer cette guerre, soit déposer les armes, ou au contraire prendre les armes pour les diriger contre ceux qu'il envoie, contre Poutine, contre le pouvoir en place, et donc ça peut donner aussi une révolution, comme on a vu en 1917, ce qu'on a appelé la révolution d'octobre. Certains spécialistes disent que l'Ukraine va gagner la guerre et que c'est inéluctable. Votre avis sur les possibilités de la Russie pour renverser la dynamique ukrainienne? La Russie possède bien évidemment pas mal de ressources malgré les pertes dans cette guerre actuellement. Donc cette guerre peut durer et les Russes peuvent aussi reprendre l'initiative. Mais pour le moment, on a des doutes par rapport à ça parce que si cette deuxième armée du monde n'était pas capable de le gagner pendant 7 mois, rien ne dit qu'elle va être meilleure dans le temps qui va venir, surtout que Poutine a envoyé quand même dans cette guerre des unités qui étaient les plus efficaces et ces unités n'existent plus, donc ça a été déjà liquidé et les gens qui vont les remplacer par définition vont être moins bien que les gens qui étaient sur le front, et la Russie a perdu aussi beaucoup de matériel, et le matériel qui va remplacer celui qui a été perdu est de moins bonne qualité que celui qui a été employé. Donc ça limite la possibilité des Russes de répliquer efficacement à cette guerre, mais en fait Poutine compte peut-être sur la chair à canon, c'est-à-dire en disant on n'a pas d'armes, on n'a pas suffisamment de qualité de personnel, mais on peut mobiliser 1 million, 2 millions, 3 millions, et comme ça, on va gagner cette guerre par juste la chair à canon, quitte à perdre ces millions de gens. Ce sera un suicide de toute façon, et à mon avis, même ça ne va pas permettre à la Russie de reprendre l'initiative. Et donc, je suis persuadé que de toute façon, la Russie ne pourra jamais vaincre cette guerre, parce que face à elle, elle a un peuple de plus de 40 millions d'habitants qui défendent leur territoire et qui sont de toute façon beaucoup plus motivés pour défendre ce territoire. Voilà les questions en gros qui ont été posées par vous et que j'ai pris pour répondre dans cette première vidéo. On va continuer cette pratique si ça vous a plu. Bien évidemment, c'est un peu frustrant pour beaucoup de gens parce que ils voudraient poser aussi d'autres questions, mais au fur et à mesure, quand va avancer dans le temps, on répondra de plus en plus à d'autres questions. Et donc, merci pour votre attention et à la fois prochaine.